Ok, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence IGEM Ionis. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban Mabro et je suis en 5e année à l'école Subbiotech, une école d'ingénieurs en biotechnologie. Et ce webinaire va être animé avec Charlotte, Julia, Elliot, Lucie et moi-même. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter le déroulé de l'événement et ce qui va se passer dans les 30 prochaines minutes. Donc, on va d'abord commencer avec une petite présentation de 20 minutes sur ce que c'est la biologie de synthèse et aussi on va commencer par vous présenter quelques bases sur la biologie afin de pouvoir comprendre un peu le reste de la présentation. N'hésitez surtout pas à taper vos questions dans le petit onglet Q&A en bas de votre écran. Tout au long de la présentation, dès que vous avez une question, vous pouvez l'écrire là et on fera de notre mieux pour y répondre à la fin de notre présentation. Et puis, pour boucler le tout, on va faire un petit quiz interactif Kahoot avec vous à la fin. Et aussi, on va aussi vous partager un petit sondage pour pouvoir recueillir votre avis à la fin de la conférence et du Kahoot. Ce sondage est vraiment important pour nous et on va pouvoir un peu analyser votre avis et comment ça s'est passé pour vous. Donc, qui sommes-nous ? Nous sommes l'équipe IGEM Ionis. On est une équipe de 10 étudiants en tout, en dernière année d'école d'ingénieur. On vient de 3 écoles différentes. On est 6 de Subbiotech, 3 de l'ESME Sudria, c'est une école ingénieur généraliste, et 1 de EPITA, une école d'ingénieur en informatique. Donc, on s'est créé en janvier de l'année 2020. Et on participe au concours international de biologie de synthèse qui s'appelle l'IGEM. C'est un concours qui est organisé chaque année par le MIT et qui regroupe tous les ans à Boston plus de 6000 participants, 300 équipes du monde entier et 50 pays en tout. Donc, c'est dans le cadre de ce concours-là qu'on organise cette petite conférence afin de sensibiliser le public à la biologie de synthèse et à la biologie en général. Donc, pour commencer, Julia va vous rappeler quelques bases sur la biologie. Bonjour à tous. Alors, comme Alban vient de vous le dire, on va commencer par la présentation de quelques bases de biologie pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les différents types de cellules. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une cellule? En fait, c'est l'unité biologique, structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants connus. C'est la plus petite unité vivante, en fait, capable de se reproduire de façon totalement autonome. Et à gauche de l'écran, on peut voir du coup un schéma d'une cellule animale, donc toutes celles qui nous composent, nous les êtres humains. Et à droite, le schéma d'une cellule bactérienne. Il existe aussi un troisième type de cellule qui est la cellule végétale, mais on ne va pas en avoir besoin pour comprendre le reste de la présentation. Donc la majeure différence entre les deux types de cellules que vous pouvez voir à l'écran est que la cellule animale, donc à gauche, elle est composée d'un noyau, comme vous voyez en violet au milieu de la cellule, et ce noyau renferme l'ADN. Alors que chez les bactéries, à droite, l'ADN n'est pas contenu dans un noyau, comme on peut le voir sur le schéma, il est en fait libre dans la cellule. Et donc, une cellule qui est composée d'un noyau est dite eucaryote, alors qu'une cellule qui n'est pas composée d'un noyau est dite prokaryote. Et la seconde majeure différence entre ces deux types de cellules est que chez les animaux sont constitués de plusieurs cellules. Par exemple, le corps humain, il en compte 100 000 milliards, alors qu'une bactérie n'est constituée que d'une seule unique cellule. Donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur les noyaux, sur les cellules et leurs noyaux, on va parler de ce qui les compose, donc l'ADN. Sur le schéma, on peut voir que chez une cellule eucaryote, l'ADN est situé dans les chromosomes au sein du noyau. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est que l'ADN? En fait, c'est une macromolécule biologique qui est présente dans toutes les cellules, sauf chez les globules rouges. L'ADN contient toute l'information génétique et c'est ce qui permet le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants. La représentation la plus connue de l'ADN, c'est celle que vous voyez à peu près au milieu de l'écran, c'est-à-dire en hélice. Mais on retrouve également l'ADN sous forme de plasmide,
à droite, notamment chez les bactéries. Et un plasmide, c'est tout simplement de l'ADN circulaire. Et saviez-vous que si on déroule un brin d'ADN humain, il mesure 2 mètres, sachant qu'on a de l'ADN dans chacune de nos cellules et qu'on a 100 000 milliards de cellules? Je vous laisse faire le calcul. Donc maintenant, on va finir les petites bases de la biologie avec la différence entre le génotype et le phénotype. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un gène? C'est en fait une unité de base d'hérédité qui, en principe, prédétermine un trait précis de la forme d'un organisme vivant. Donc, au point de vue physique, un gène, ça va être un fragment déterminé d'une séquence d'ADN. Et le génotype d'un individu, c'est du coup l'ensemble de tous ces gènes qu'il possède. Le phénotype, quant à lui, correspond à la somme des caractères physiques qui sont identifiables de l'extérieur. Ainsi, 2 individus peuvent avoir le même génotype, mais pas nécessairement le même phénotype, et inversement. Et tout ça, ça va être en fonction des conditions d'expression des gènes qui confèrent un aspect extérieur identifiable et discernable à un individu. Ici, on voit des chromosomes en jaune, donc à gauche de l'écran, avec des fragments de couleur. C'est ce qu'on appelle le génotype. Et ce sont les différents fragments sur ces chromosomes qui vont permettre de modifier le caractère physique d'un être vivant. Ici, on a pris l'exemple de la couleur des yeux. On voit que sur le chromosome d'en haut, on retrouve 2 fragments, un rose et un violet, ce qui donne les yeux marrons. C'est ce qu'on va appeler le phénotype. Alors que sur le chromosome d'en bas, on y retrouve 2 fragments violets. C'est ce qui donne les yeux bleus. On peut donc s'apercevoir que chaque fragment de chromosome est très important, car le plus petit changement modifie l'apparence physique des êtres vivants. Donc maintenant, qu'est-ce que la biologie de synthèse? Donc globalement, la biologie de synthèse est une matière qui combine plusieurs disciplines telles que l'ingénierie qui repose sur des outils et des modèles mathématiques et la biologie qui repose sur l'étude du vivant. Donc en somme, la biologie de synthèse s'appuie sur la biologie, la chimie, les mathématiques et l'informatique. Et c'est ce qui lui confère en fait sa pluridisciplinarité. Donc maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Donc, pour mieux vous expliquer ce qu'est la biologie de synthèse, voici un schéma qui fait l'analogie entre la biologie de synthèse et l'électronique. Donc, par exemple, en électronique, l'association de composants permet de créer différents circuits qui, associés ensemble, forment des modules. Ces modules seront nécessaires à la conception d'appareils électroniques, donc comme les ordinateurs, qui, associés les uns aux autres, forment un réseau. Donc, du côté biologie, maintenant, notre information génétique, donc l'ADN, permet via des gènes de créer des protéines. Donc, ces protéines seront impliquées dans les réactions qui elles-mêmes composent des voies métaboliques spécifiques que l'on peut donc retrouver dans des cellules. Et ainsi, les connexions entre les différentes cellules permettent le bon fonctionnement d'un organe. Donc, la biologie de synthèse au sein de la compétition iGEM implique l'utilisation de ce que l'on appelle des biobriques. Donc, ce sont les composants de base de la biologie de synthèse. Mais du coup, qu'est-ce qu'une biobrique? Ce sont des fragments d'ADN que l'on va assembler et introduire dans une cellule ou une bactérie et qui permet à celle-ci de produire donc une nouvelle molécule qu'elle n'est pas capable de synthétiser en temps normal. Encore plus simplifié, les biobriques peuvent être comparées à des Legos que l'on emboîte dans le but de créer une nouvelle construction. Donc, cette construction, une fois finie, peut être insérée dans un micro-organisme, tel qu'une bactérie. Donc, pour effectuer sa fonction, il faut aussi savoir que les bactéries sont capables d'intégrer donc un gène et le transformer en la protéine d'intérêt. Donc, tout ça à une échelle de temps et de coût moindre que si une industrie devait le faire, d'où la grande utilité de la biologie de synthèse. Maintenant, nous allons voir quelques applications concrètes des différents domaines de la biologie de synthèse. Donc, par rapport aux différents domaines d'application, on retrouve bien sûr celui de la santé. Donc, en santé, par exemple, des chercheurs ont réussi à modifier génétiquement des bactéries afin qu'elles puissent reconnaître des composants spécifiques de certaines maladies, afin d'en faire ce qu'on appelle des biodétecteurs. Dans l'exemple qu'on vous a mis ici, des bactéries ont été génétiquement modifiées afin qu'elles puissent reconnaître du glucose dans un échantillon d'urine d'un patient qui souffrerait de diabète. Au contact de ce glucose, les bactéries deviendraient ou non colorées en fonction de l'absence ou présence de cette molécule. Maintenant, dans le domaine de l'agroalimentaire, par exemple, ce qu'on va chercher à faire, c'est par exemple rendre plus résistantes certains légumes, fruits ou plantes pour la consommation. Par exemple, on va chercher à les rendre plus résistants
aux changements de température extrêmes ou à certaines conditions météorologiques comme de fortes pluies, du vent, de la neige, etc. En exemple, les cactus, tout le monde sait qu'ils vivent très bien dans des milieux arides, qu'ils poussent bien là-bas. Et donc ça, c'est dû d'un côté grâce à leur structure, mais d'un autre côté grâce à leurs gènes. Et par exemple, si on voudrait qu'une plante soit résistante dans ce même climat, on pourrait très bien, par exemple, prendre ce gène, l'extraire du cactus et l'insérer dans telle ou telle plante afin de la rendre résistante à ce milieu. Maintenant, pour la cosmétologie, désolé, pour l'environnement, on a pris l'exemple du projet iGEM-Ionis 2019, mais de l'an dernier du coup. Ce projet, il s'appelait Synergie et il consistait en la création d'électricité à partir de mégots de cigarettes. Donc là, leur projet, il repose sur le fonctionnement d'une pile microbienne. Ici, les micro-organismes sont des bactéries qui, encore une fois, ont été génétiquement modifiées afin qu'elles puissent dégrader les mégots de cigarettes qui sont des déchets non renouvelables. Là, les bactéries, en les dégradant, elles vont pouvoir y trouver des nutriments qui seront favorables à leur croissance. Et via cette digestion et cette croissance, elles vont pouvoir produire des électrons et ces électrons vont pouvoir être transportés pour permettre de générer du courant électrique. Et ce courant, il va pouvoir être par la suite utilisé ou récupéré. Maintenant, par rapport au domaine cosmétologique, on a pris comme exemple les actifs bioinspirés. Donc la biologie de synthèse, elle va permettre la conception d'actifs qui sont des composants dits intelligents et qui sont analogues à certaines molécules que l'on retrouve dans la peau. Et en fait, ils vont chercher à cibler certains récepteurs afin de les stimuler davantage. Parce que des molécules comme le collagène, l'acide hyaluronique ou encore l'élastine sont vraiment essentielles à notre peau, à sa santé. Mais avec le temps, leur fonctionnement va avoir tendance à se dégrader. Et c'est pour ça que là, on a pris l'exemple du collagène. Le collagène qui est une molécule naturelle et qui est d'assez grande taille et qui va donc être difficilement assimilable par la peau. Donc, à ce problème, l'entreprise Ineis va développer le produit Smart Collagène, qui va donc permettre, via la biologie de synthèse, à miniaturiser le collagène pour le rendre plus facilement assimilable par la peau. Donc là, tout ce que je viens de vous présenter, c'est une liste non exhaustive de différentes applications de la biologie de synthèse, et il nous reste encore beaucoup d'applications à découvrir dans le futur. Et c'est donc dans le but de développer la biologie de synthèse que notre équipe iGEM-Ionis 2020 existe. Et cette année, nous sommes heureux de vous présenter le projet Bactail, sur lequel nous travaillons depuis maintenant 9 mois de façon très intense. Donc Bactail, en fait, ça vise à lutter contre la problématique de la résistance aux antibiotiques. Selon Santé publique France, on recense presque 160 000 cas d'infection liés aux bactéries résistantes aux antibiotiques par an en France, dont presque 13 000 décès. Et d'après l'OMS, si aucune solution n'est trouvée d'ici 2050, on recensera 10 millions de morts par an. Et aussi, il n'y a aucune nouvelle famille d'antibiotiques majeure qui n'a été mise sur le marché depuis plus de 25 ans maintenant. Et maintenant, pour rentrer plus dans le vif de notre projet, je vais vous expliquer ce que c'est un bactériophage. Donc, un bactériophage, c'est ce qu'on appelle un virus à bactéries. C'est l'ennemi naturel des bactéries. Là, on vous a mis un schéma de bactériophage à gauche, où on retrouve en haut la tête, qui contient l'ADN du virus, donc l'ADN viral. En dessous, le plateau, qui va permettre d'injecter cet ADN dans la bactérie, et les fibres caudales, également appelées long tail fibers, qui vont permettre la reconnaissance spécifique de la bactérie cible. Et long tail fibers, on va les appeler LTF pour la suite de cette présentation. Et maintenant, on va vous mettre une petite vidéo qui explique un peu mieux comment ça passe. Donc là, ce que vous voyez en rose, ce sont des bactéries, et le petit point rouge, ça correspond à un bactériophage. Donc le bactériophage, il va arriver au niveau de la surface de la bactérie, et grâce à ces long tail fibers, il va reconnaître spécifiquement les récepteurs de la bactérie. Là, ce qu'on voit, c'est l'ADN dans la tête du bactériophage. Et ce bactériophage va, comme vous venez de le voir, insérer son ADN dans la bactérie. Là, ce qui se passe, c'est que la bactérie, elle ne fait pas la différence entre ce qui est son ADN à elle et ce qui est de l'ADN viral. Elle va donc lire l'ADN de la bactérie, du bactériophage, désolé, donc du virus, et en produire davantage et davantage à l'intérieur d'elle-même. Et à la fin, cette bactérie va juste imploser et donc être détruite et libérer tous les bactériophages qu'elle aura produits dans l'environnement.
Et notre projet Bactail consiste à modifier la bactérie Escherichia coli dans le but de combattre d'autres bactéries pathogènes et résistantes aux antibiotiques. Pour cela, on utilise la capacité de reconnaissance spécifique des bactériophages que nous avons vu à l'instant pour reconnaître la bactérie ciblée. Ensuite, on utilise un système de sécrétion de peptides antimicrobiens. C'est tout simplement des composants qui détruisent la bactérie ciblée. Et du coup, donc, dans l'ensemble, on souhaite créer un système beaucoup plus contrôlable comparé aux bactériophages. Et voici un schéma résumant les 4 grandes étapes de notre projet Bactail. Donc, en premier, en haut à gauche, notre bactérie va se servir des LTF pour spécifiquement reconnaître et s'attacher à sa cible pathogène. Ensuite, en bas, en deuxième point, une fois attaché, on aura une libération de peptides antimicrobiens pour tuer la bactérie pathogène. Et quand notre bactérie ingéniorisée aura accompli sa mission, elle va s'autodétruire pour qu'elle ne puisse pas se disséminer dans la nature. Et dans la quatrième phase, cette phase consiste en le transport de notre bactérie thérapeutique jusqu'à son site d'action. Et petite anecdote, voici comment nous avons designé notre logo. À gauche, l'ovale représente une bactérie et à droite, la structure d'un bactériophage. Et le nom Bactail vient de bac, bactérie et tail pour les LTF. Et ici, on voit le bactériophage qui est dans la bactérie, mais avec ses LTF à la surface de notre bactérie. Enfin, on a choisi d'entourer notre logo d'un hexagone parce que ça représente la France. Et nous, on est l'équipe française qui participe au concours iGEM pour présenter Bactail. Voici les sites internet que nous avons utilisés pour cette présentation. Et nous aimerions remercier tous les sponsors qui nous ont aidés tout au long de cette compétition. Et également les autres sponsors, donc des particuliers, nos amis, la famille, toutes les personnes qui nous ont aidés avec notre crowdfunding pour récolter de l'argent pour nous permettre d'acheter tout le matériel nécessaire au laboratoire pour effectuer notre preuve de concept. Et nous souhaitons dire aussi un grand merci à vous tous et toutes pour avoir participé à notre conférence ce soir. Et juste avant de passer aux questions, nous allons copier-coller un lien dans le chat et il s'agit du coup du formulaire que nous avons annoncé au début de la conférence. Il est anonyme et il est crucial pour nous que vous le remplissiez. Donc Alban vient de le poster. S'il vous plaît, remplissez-le maintenant ou après le quiz, sachant que nous allons d'abord répondre du mieux que possible à vos questions et ensuite procéder avec le quiz interactif. Donc, restez encore un petit peu. Donc, nous allons commencer. Nous avons reçu quelques questions. Un des participants, donc pour ceux qui ont encore des questions et qui ne les ont pas posées pendant la conférence, n'hésitez pas de les noter soit dans le chat ou dans le Q&A. Donc nous avons une première question qui demande, du coup on parle d'OGM. Oui, la biologie de synthèse, par définition, c'est des organismes génétiquement modifiés, mais il ne faut pas... c'est pas parce qu'on fait des OGM que c'est mauvais. Si on prend par exemple l'exemple de l'insuline, aujourd'hui on fabrique de l'insuline grâce à la biologie de synthèse et ce n'est pas mauvais pour l'être humain, au contraire ça sauve des vies. Alors, j'ai vu aussi une autre question où on me demandait si la vidéo que j'ai présentée, si c'était une vidéo de synthèse ou ce qui se passait réellement. Alors non, c'est une reconstitution de ce qui se passe vraiment. Mais voilà, l'échelle est respectée et ça vous donne vraiment une idée de ce qui pourrait se passer en cas d'infection via bactériophage. Ensuite, on a une autre question de Pierre Béchéreau.
qui demande: «Pouvez-vous préciser quel serait l'avantage de votre technique par rapport aux antibiotiques habituels?» Eh bien, c'est très simple. Si les antibiotiques, habituels, qu'on utilise aujourd'hui, n'ont plus d'action parce que les bactéries, sont résistantes, bah, nous, notre avantage, c'est que notre projet, guérit alors que les antibiotiques, n'auront plus d'effet. Je voudrais rajouter une précision à votre question, Pierre. Notre système, l'avantage principal, c'est le fait qu'on agit à un niveau local. Le but d'exprimer ces protéines à la surface de notre bactérie, ça va les rapprocher le plus proche de leur cible possible, alors que les antibiotiques, ça va agir d'une façon systématique dans le corps et ça accentue la résistance aux antibiotiques. J'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, il y a quelqu'un anonyme qui demande: je n'ai pas bien compris ce qu'était le LTF. Charlotte, veux-tu répondre? Oui, alors le LTF, c'est la partie, donc c'est les petites pattes du bactériophage qui permettent de reconnaître et s'attacher à la bactérie pathogène, ou en tout cas à la bactérie que le bactériophage veut infecter. Et nous, on voulait juste avoir un système qui permet de reconnaître une bactérie. Et du coup, nous avons pris cette partie donc, des petites pattes des bactériophages qui est capable de reconnaître d'autres bactéries, et nous l'avons insérée dans d'autres bactéries pour leur donner cette capacité. Donc les LTF, c'est les long tail fibers, c'est donc les petites pattes des bactériophages. Ensuite, nous avons une autre question de Julien qui dit: «Votre méthode est supposée être analogue au virus bactériophage, mais de façon contrôlée». Oui. Cependant, l'ADN du virus est injecté dans la bactérie, et cette dernière produira de nombreux virus qui seront relâchés dans l'environnement, comme dans le cas des bactériophages. En quoi votre méthode offre un avantage? Hem, Je peux répondre si vous voulez. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris, Julien, mais nous, l'ADN, enfin oui, on injecte bien dans notre bactérie de l'ADN viral, mais on injecte seulement la séquence qui va permettre de donner les LTF, donc les long tail fibers. La vidéo que j'ai présentée, ça a présenté une infection d'une bactérie, enfin une bactérie infectée par un bactériophage. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche à faire, c'était juste pour expliquer comment fonctionnaient les bactériophages. Nous, cette vidéo, elle avait juste pour but de montrer comment un bactériophage reconnaissait une bactérie. Et c'était grâce aux long tail fibers. Et donc, encore une fois, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est juste prendre la séquence d'ADN qui permet de synthétiser ces long tail fibers et la mettre dans une bactérie pour que cette bactérie puisse produire ces long tail fibers à sa surface. Ensuite, une autre personne a demandé: différence entre le virus et la bactérie, la biologie de synthèse peut-elle s'attaquer aux deux? Donc, nous, on cherche une alternative aux antibiotiques. Les antibiotiques, eux, ils luttent uniquement contre les infections bactériennes. Donc, nous, on vise uniquement aussi que les bactéries. Donc, heu, un virus et une bactérie, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question, mais en tout cas, une bactérie, c'est une cellule, alors qu'un virus, c'est pas la même chose. Et nous, Un on vise que virus, vas-y. les bactéries, pardon. Et un virus a besoin d'une cellule humaine, par exemple, pour pouvoir survivre. Il ne peut pas survivre toute seule. Une bactérie, toute seule, elle peut survivre. Donc, on a le rouillé qui demande: lorsque la bactérie s'autodétruit, que deviennent ces fragments d'ADN? Il part dans l'environnement, il est récupéré. Oui,
quand notre bactérie elle va s'autodétruire après avoir tué la bactérie pathogène, ces fragments d'ADN, ils vont partir dans l'environnement, mais ils vont avoir zéro effet sur l'environnement. Alors, je peux rajouter une information par rapport à ça. En fait, il y a un phénomène assez complexe qui s'appelle les transferts horizontaux de gènes. Donc, il existe 3 types de transferts horizontaux, dont un qui correspond à une bactérie qui peut capter de l'ADN qu'elle a trouvé dans son environnement. Donc voilà, lorsque la bactérie s'autodétruit, que devient ces fragments d'ADN? Au final, il y a une chance, mais très très mince, que au final cet ADN soit capté. Mais cet ADN, au final, sans son intégralité, et elle ne sera pas intégrale, elle ne sera pas viable. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, une autre question de Julien. En résumé, quel est l'avantage d'utiliser une bactérie plutôt que le virus bactériophage directement? Eh bien, c'est une très bonne question. Il faut savoir que les bactériophages, donc il existe la thérapie des phages, mais c'est une thérapie qui n'est pas ou très 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 peu pratiquée en France. Donc déjà pour des raisons légales, la thérapie de phage, elle est très peu pratiquée en France à cause de sa législation. Et ensuite, nous, notre système, il permet d'être beaucoup plus contrôlé, car aujourd'hui, si on fait de la thérapie de phage, il faut fabriquer un très grand nombre de phages et ensuite on va les appliquer sur la surface, en tout cas sur le patient, mais c'est pas avec des chiffres exacts, c'est plutôt assez imprécis. Donc notre solution apporte une thérapie beaucoup plus contrôlée. Ensuite, Ensuite, on a une question de Monsieur Mathieu. À quel stage en est votre projet? C'est une très bonne question. Donc nous, on a commencé en janvier avec déjà beaucoup de travail bibliographique pour établir nos phases. On a 4 phases en tout. Donc la première, c'est reconnaître la bactérie cible. La deuxième, tuer la bactérie cible. La troisième, s'autodétruire. Et la quatrième, c'est comment on va administrer notre bactérie sous forme de probiotiques. Donc les 3 premières phases sont en train d'être développées au laboratoire. On est encore au stade preuve de concept. Ça veut dire essayer de montrer que chacune des phases fonctionne toute seule. Et actuellement, au laboratoire, Charlotte, Elliot et Lucie sont en train de construire les plasmides, donc les plasmides qui contiennent les gènes qui doivent être exprimés pour chacune de ces 3 phases. Et en vrai, le projet, la compétition, elle se termine dans moins d'une semaine. Donc voilà où en est le projet. On a un site internet d'ailleurs qui va sortir. Ensuite, on a une question de Laure Dutheil. Est-ce que votre projet est totalement novateur ou bien vous appuyez-vous sur des travaux déjà existants? Oui, donc notre projet, bien sûr, on s'appuie sur des travaux déjà existants, des articles scientifiques. Ça, c'est primordial. En revanche, en ce qui concerne notre projet, le fait de mettre des long tail fibers à la surface d'une bactérie afin de reconnaître une autre bactérie, ça n'a jamais été fait, d'après ce qu'on a vu en tout cas. Ce qu'on est en train de proposer dans le cadre de ce projet n'a jamais été fait. Héloïse, je ne comprends pas quelle sera la réaction espérée par votre bactérie modifiée avec LTF une fois la contamination par un virus. Donc, peut-être que
vous n'avez pas compris une partie du projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est modifier une bactérie pour mettre un LTF à sa surface et elle va tuer une bactérie cible, mais il n'y a aucune intervention par un virus dans le cadre de notre projet. On s'inspire des bactériophages qui sont des virus à bactéries et on implémente une caractéristique intéressante de ces bactériophages dans notre bactérie. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a une autre question de David Ricardo Galliano. N'est-il pas possible que ce qui est arrivé aux antibiotiques arrive aussi aux bactériophages, à savoir que les bactéries deviennent résistantes à ces derniers? Est-ce que quelqu'un veut répondre ou j'y réponds? Oui, c'est une question très intéressante et il y a déjà eu des cas de résistance des bactéries face aux bactériophages. Parce qu'en fait, les bactériophages, ils vont reconnaître des protéines à la surface de leur cible très spécifiques. Donc, les bactéries, parfois, arrivent à muter ces protéines-là pour ne plus se faire reconnaître par des bactériophages. Mais il existe des milliers de bactériophages dans l'environnement. Donc, on pourra toujours trouver un bactériophage qui pourra infecter une bactérie. Et si on pense un peu plus loin dans les perspectives, on pourra aussi faire du in silico design de protéines qui pourront se lier à des nouvelles bactéries. Je sais pas, j'espère avoir répondu à votre question. Julien qui demande, merci pour votre réponse. Donc, quel est le mécanisme de destruction de la bactérie une fois que les LTF a permis de s'y accrocher? Donc, le mécanisme de destruction de la bactérie, c'est la sécrétion des peptides antimicrobiens. Donc, c'est tout simplement des peptides qui vont se lier sur des récepteurs de la bactérie cible. Et cette liaison va déstabiliser la membrane de la bactérie cible et cette déstabilisation de la membrane va induire sa mort. Ensuite, il y a Suzanne Hénard, vous n'avez pas pensé aux nanomatériaux également? Effectivement, Alban, si tu veux y répondre. Oui. En parlant justement lors de notre projet à différents stakeholders, des personnes qui pourraient avoir des avis sur notre projet, il y a une personne qui, je pense que c'est un médecin, je ne suis pas sûre, mais qui nous a conseillé d'utiliser peut-être des nanomatériaux. C'est une perspective, mais il faut se souvenir que nous, on utilise une bactérie qui est beaucoup plus grande que l'échelle du nanomètre. Donc, on ne pourrait pas utiliser notre bactérie dans le cadre de nanomatériel, mais on pourrait toujours imaginer utiliser la partie de reconnaissance que nous, on est en train d'utiliser dans notre projet, donc le LTF qui est à l'échelle du nanomètre, pour pouvoir instaurer ça dans un nanomatériel et, par exemple, délivrer un médicament ou quelque chose d'une façon bien targetée à sa cible, par exemple. Alors, il y a aussi une question de Sylvie Chaldebas. Donc, est-ce que votre projet intéresse des laboratoires? Alors, en fait, dans le cadre de la compétition iGEM, tout est en open source. Donc, tout le monde a accès à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit. Et donc, c'est un peu compliqué de faire breveter les choses. Et donc, au final, on ne s'est pas du tout intéressé à faire de la propagande au laboratoire pour qu'ils nous financent ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, on n'a aucune idée de ça. Voilà. Donc, on a une question. Quel est le domaine d'application des bactériophages de votre projet? Santé, environnement, alimentation. Donc, le domaine de notre projet, c'est la santé, donc combattre la résistance aux antibiotiques. Mais vu que votre question contient le terme bactériophage dedans, les bactériophages sont actuellement utilisés, par exemple, dans le cadre de l'alimentation pour pouvoir
tuer certaines bactéries qu'on ne voudrait pas retrouver dans notre nourriture. Il y a certains bactériophages qui ont été autorisés pour ça. Alors, il y a aussi une question donc d'un spectateur anonyme. Donc, est-ce que les phages sont spécifiques de sous-espèces de bactéries E. coli? Donc, oui, totalement. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que chaque, donc ça s'appelle des strains, donc les sous-espèces de E. coli, a un phage qui est caractéristique donc à cette sous-espèce et qui permet de l'infecter, elle en particulier. Ensuite, une autre question concernant les laboratoires, en lien avec donc, que devient notre projet une fois le concours terminé. Donc déjà, en participant à ce concours, on crée des nouvelles séquences, donc des nouveaux biobriques, comme on les a présentés lors de la présentation. Et tous les biobriques que chaque équipe, qui sont créées par chaque équipe, elles sont enregistrées dans cette base de données de l'iGEM, donc de toute cette communauté de biologie de synthèse. Et donc, chaque personne pourra utiliser ces nouveaux biobriques. Par exemple, nous avons également, pour nos nouvelles biobriques, utilisé d'autres parties, d'autres biobriques, d'autres équipes qui ont été créées dans les années précédentes. Donc, c'est aussi le but de cette compétition, c'est de faire vivre la communauté de la biologie de synthèse et d'alimenter cette base de données, de nouvelles séquences d'ADN, de nouveaux assemblages, de connaissances. Et du coup, déjà, tout ce que nous, on a fait, ça va pouvoir alors ça va servir à d'autres équipes qui veulent, je ne sais pas, par exemple, utiliser un système que nous, on a créé, de s'inspirer de ça ou de carrément utiliser les biobriques qu'on a créées cette année. Et ensuite, s'il y a des personnes... Alors, c'est pas parce que c'est open source que derrière, on ne peut pas breveter. Donc, il y a des... Mais après, ça, c'est toute une partie législative. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Ensuite... Alors, il y a aussi une question de Daniela Segalev dans le chat. La question, c'est comment les bactéries vont s'autodétruire après infection. Est-ce qu'il y aura une voie de signalisation impliquée? Donc, par rapport à cette phase, l'autodestruction de notre bactérie, ça correspond à la phase 3 de notre projet. Et en fait, cette phase 3, elle s'est mise en place via un partenariat avec une équipe indienne qui participe aussi à la compétition iGEM. En fait, là-bas, ils étaient en confinement pendant super longtemps, donc à cause de la crise de coronavirus, et ils n'avaient donc pas accès au laboratoire. Vu qu'ils travaillaient également sur la problématique de la résistance aux antibiotiques, ils avaient également pensé à des bactéries qui allaient s'autodétruire après qu'elles aient rempli leur fonction. Donc on a vu que cette phase, elle était compatible à nos deux projets, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont designé le plasmide, les biobriques et les gènes, ils l'ont commandé par la poste à un laboratoire qui nous l'a envoyé, et ensuite, c'est moi qui me suis occupé de réaliser toutes ces expériences au laboratoire. Et en fait, ce système d'autodestruction de notre bactérie, elle est basée sur un gène qui s'appelle l'ADNase, et comme son nom l'indique, c'est une enzyme qui va lyser l'ADN, donc qui va détruire l'ADN. Et en fait, ce gène, il va s'activer, il va produire l'ADNase seulement lorsqu'il y aura de l'arabinose à proximité de la bactérie, lorsque la bactérie va capter de l'arabinose. Du coup, dans les perspectives de notre projet, ce qu'il aurait fallu en retenir, c'est que si quelqu'un souffre d'une infection liée à une bactérie résistante aux antibiotiques, au niveau de l'intestin par exemple, il aurait fallu que cette personne ingère une capsule contenant ces bactéries héliophilisées. Ces bactéries passeraient par l'œsophage, l'estomac et seraient libérées dans l'intestin au niveau de ces bactéries. Et donc nos bactéries allaient donc ensuite détruire les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et ensuite, le patient aurait dû avaler par exemple une pilule contenant de l'arabinose dedans, afin qu'elle aille aussi au niveau de l'intestin, au niveau de notre bactérie, pour activer le gène qui va produire l'ADNase, et ainsi, notre bactérie, en produisant l'ADNase,
elle va dégrader son propre ADN et s'autodétruire. Voilà comment ce système fonctionne. Ensuite, une autre question de Julien. Pourquoi l'utilisation des bactériophages est-elle si restreinte? Quels sont les dangers potentiels? Ou est-ce particulièrement nouveau? Bah, en fait, il faut savoir que la thérapie des phages, elle est apparue avant la découverte des antibiotiques. Mais avec l'apparition des antibiotiques, la thérapie des phages, elle n'a plus été utilisée aux États-Unis et en France, et plus par des pays heu, de l'ancienne URSS. Et du coup, maintenant, la thérapie de phage, elle a complètement arrêté d'être étudiée pendant très longtemps. Donc c'est pour ça que aussi, que les bactériophages, c'est pas quelque chose qui est répandu dans notre pays, en France. Et aujourd'hui, bah, vu qu'il y a toute cette remise en question des antibiotiques et la résistance aux antibiotiques qui arrive, bah, on repense à la thérapie des phages. Sauf que, hem, en fait, par exemple, en Géorgie, ils font de la thérapie de phages, mais la manière dont les phages, pour cette thérapie, est produite dans ces pays-là, ne correspond pas aux normes, européennes. Et la France notamment est soumise aux normes européennes, et c'est pour ça qu'il y a toute une, nouvelle, déjà de nouvelles recherches qui doivent être faites, et aussi, une nouvelle façon pour produire ces phages pour être, utilisés en France. Et en 2016, il y a eu toute une remise en question des lois, qui encadrent la thérapie des phages, et du coup, c'est, notamment, quelque chose qui évolue maintenant avec, le sujet de la résistance, aux antibiotiques. Donc en France, par exemple, il y a beaucoup d'informations qui manquent, pour, hem, concernant les bactériophages. Ensuite, je sais pas si On a une question de David Ricardo Galeano qui nous demande si les bactériophages ne peuvent pas s'attaquer aux bonnes bactéries qui se trouvent dans l'organisme. Donc, cette question est vraiment intéressante, mais la, la meilleure caractéristique des bactériophages, c'est le fait que justement, ils ne peuvent pas s'attaquer à toutes les souches de bactéries. Ils peuvent uniquement s'attaquer à leurs bactéries, la souche de bactéries qui leur est leur cible. Ça, c'est en fonction du coup des LTF. Il y a plein de différentes combinaisons de LTF. Donc, normalement, un bactériophage a juste sa cible et ne va pas s'attaquer à d'autres bactéries qui sont bonnes pour l'organisme. Ok, je pense que maintenant on a terminé avec les questions. Il va falloir passer au Kahoot parce que sinon on va finir un peu tard. Alors du coup, je vais vous partager mon écran. Donc, pour tous ceux qui souhaitent participer au petit quiz interactif, il vous suffit d'aller sur le site qui est écrit là, www.kahoot.it. Et ensuite, vous cliquez sur jouer et vous rentrez le code qui est ici en très grand. Ensuite, il vous suffit de mettre un surnom, votre prénom comme vous préférez pour jouer, et ensuite on pourra démarrer. Il y a 20 questions en tout et elles portent toutes sur la présentation à laquelle vous venez d'assister. Et si vous avez du mal à vous connecter, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat, on pourra vous aider. Le lien pour le Kahoot est dans le chat.
Ok, j'ai l'impression que tout le monde arrive à se connecter, donc on va attendre juste un petit peu que tout le monde s'en sorte. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer et les personnes qui sont un peu en retard nous rejoindront en chemin. Alors, let's go pour la première question. Alors, première question. Une cellule bactérienne est dite eucaryote ou procaryote? Et vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Alors, un peu mitigé sur cette question. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, une cellule bactérienne, elle n'a pas de noyau pour contenir son ADN et c'est ce qu'on appelle une cellule procaryote, alors qu'une cellule animale, son ADN va être contenu dans le noyau et du coup, ce sera une cellule eucaryote. Désolée pour ceux qui se sont trompés. Donc là, on a un petit classement qui s'affiche à chaque fin de question et ceux qui ont le plus de points, c'est ceux qui ont répondu bien et qui ont répondu le plus rapidement possible. Seconde question, le corps humain est composé de plusieurs cellules ou une unique cellule? Super, donc le corps humain est bien composé de plusieurs cellules. C'est les bactéries qui sont composées d'une unique cellule. Donc, félicitations à Cécile en première position, Bob en deuxième et Mathieu Chaldebat en troisième position. Troisième question, chez les prokaryotes, l'ADN est dans le noyau ou libre dans la cellule? Donc, je viens de le redire il n'y a pas longtemps. Donc, chez les prokaryotes, l'ADN il est bien libre dans la cellule, comme je l'ai dit. Donc, c'est chez les bactéries. Les bactéries n'ont pas de noyau, donc l'ADN est libre dans la cellule. Hop, Bob qui revient en première position. Question numéro 4. L'ADN est présent dans toutes les cellules, vrai ou faux? Et dans cette question, on ne prend pas en compte les globules rouges pour qui c'est le contraire. C'est une petite exception à la règle. Alors l'ADN est présent dans toutes les cellules, c'était bien vrai. Et donc la petite exception à la règle est les globules rouges, mais comme j'ai dit, on ne prenait pas en compte pour cette question. Bravo à Cécile en première position, O en deuxième et Seb en troisième position. Alors, cinquième question. Un plasmide est de l'ADN circulaire ou de l'ADN en hélice? Alors, un plasmide, c'est bien de l'ADN circulaire et de l'ADN en hélice, c'est la représentation que vous avez vraiment l'habitude de voir un peu partout. Et l'ADN circulaire, donc le plasmide, c'est ce qu'on insère dans les bactéries. Hop, alors Seb en première position, Bob en deuxième et Georgia en troisième. Question numéro 6. Un gène est un fragment d'ADN. Est-ce que c'est vrai ou faux?
Et donc, un gène est bien un fragment d'ADN. C'était bien vrai. Alors, Seb en première position, Bob en deuxième et Georgia en troisième. Question numéro 7. Les yeux marrons sont un génotype. Vrai ou faux? Alors, la réponse était bien évidemment faux. Les yeux marrons, ce ne sont pas un génotype, mais un phénotype. Le génotype des yeux marrons, ça va être, comme on a vu, la représentation avec les chromosomes et les petits morceaux de couleur dessus. En fait, le phénotype, c'est vraiment ce qu'on peut voir à l'œil nu. Ensuite, huitième question. L'allèle récessif empêche l'expression ou masque l'allèle dominant. Alors, c'est bien évidemment faux, c'est le contraire, c'est l'allèle dominant qui va masquer ou empêcher l'expression de l'allèle récessif. Alors, belle remontée pour CC qui arrive en première position, Mathieu Chaldeban en deuxième et D en troisième. Question numéro 9. Quelles sont les composantes de base de la biologie de synthèse dans la compétition iGEM? Est-ce que c'est les biobriques ou alors les biocartes? Donc la réponse, c'était bien évidemment les biobriques. C'est les composantes de base qu'on utilise vraiment dans la compétition iGEM. Dixième question, on ne peut pas utiliser la biologie de synthèse en cosmétique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors c'est bien évidemment faux. Comme Elliot vous en a parlé tout à l'heure, on utilise beaucoup la biologie de synthèse en cosmétique et l'exemple qu'on a utilisé, c'était celui du Smart Collagène de la marque Ineis. Hop, le classement il change un petit peu. Question numéro 11. Le projet Synergie avait pour but de créer de l'hydrogène à partir de mégots de cigarettes ou bien créer de l'électricité à partir de mégots de cigarettes. Le projet Synergie, pour rappel, c'est le projet iGEM Ionis de l'année dernière. Donc, c'était bien de créer de l'électricité à partir de mégots de cigarettes. Question numéro 12. Selon l'OMS, combien de personnes mourront chaque année en raison de la résistance aux antibiotiques d'ici 2050 si aucune solution viable n'est trouvée? Est-ce que c'est 100 000 personnes ou est-ce que c'est 10 millions? Ouais. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien 10 millions de personnes. On aimerait bien que ce soit beaucoup moins et malheureusement, ça ne l'est pas. Alors, félicitations à Mathieu en première position, Seb en deuxième et Bob en troisième. Question numéro 13. Un bactériophage fait partie de la famille des virus ou des bactéries? Ah, alors là, il y a une petite confusion. Alors, un bactériophage, c'est pas parce qu'il y a bact dedans que c'est une bactérie. En fait, c'est un virus, mais qui va cibler les bactéries, qui va être là pour les tuer. Donc, un bactériophage, c'est bien un virus. Question numéro 14. Chez les bactériophages, l'ADN est contenu dans le plateau ou dans la tête?
Alors, l'ADN est bien contenu dans la tête chez les bactériophages. Question numéro 15. Que signifie l'acronyme LTF? Est-ce que c'est les Long Tail Fibers ou est-ce que c'est Large Toxic Functions? C'est l'élément clé de notre projet, donc normalement, il devrait y avoir bon à cette question. Donc, c'est bien les Long Tail Fibers, donc c'est un peu les espèces de grandes pattes qu'on voit en bas des bactériophages. Question numéro 16. À quoi servent les LTF chez les bactériophages? Est-ce qu'ils servent à injecter l'ADN dans la bactérie cible ou alors à reconnaître la bactérie cible? Alors, les LTF, ils servent bien sûr à reconnaître la bactérie cible et ensuite à s'y attacher pour pouvoir ensuite injecter l'ADN. Mais c'est vraiment les LTF servent vraiment à reconnaître la bactérie cible. Alors, question numéro 17. Comment l'ADN du bactériophage entre-t-il dans la bactérie hôte? Est-ce qu'il passe par les LTF ou est-ce que ça passe par la queue? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ADN du bactériophage, il va vraiment entrer dans la cellule hôte en passant par la queue du bactériophage. Et les LTF, toujours, servent à reconnaître et à s'attacher à la bactérie. Alors, petit changement dans le classement. Mathieu en premier, Bob en deuxième et Grégoire en troisième. Question numéro 18. Quelle bactérie modifie-t-on génétiquement pour notre projet Bactail? Est-ce que c'est Escherichia coli ou est-ce que c'est Staphylococcus aureus? Donc, c'était bien Escherichia coli. Ah, petit mouvement. Donc, Bob en première position, Grégoire en deuxième et Mathieu en troisième position. Question numéro 19. La première étape de notre projet Bactail est la sécrétion de molécules pour tuer la cible ou la reconnaissance spécifique de la cible. Alors, la première étape est bien évidemment la reconnaissance spécifique de la cible grâce au LTF. Et la sécrétion de molécules pour tuer la cible, ça va être en fait la deuxième étape. Et maintenant, dernière question, un peu plus simple. Grâce à vous, quelle médaille allons-nous obtenir à l'issue de la grande finale de la compétition iGEM? Est-ce que c'est la médaille d'or ou est-ce que c'est la médaille d'or? Là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, c'est bien la médaille d'or. Enfin, on l'espère. Voici le podium de fin. En troisième position, on retrouve Seb. Félicitations. En deuxième position, on retrouve Bob. Et en première position, on retrouve suspense Grégoire. Félicitations Grégoire. Bravo à toi. Et ensuite, on a aussi les 4 et 5e que j'ai pas eu le temps de voir. Mais félicitations à tout le monde. Vous étiez plutôt bons sur le quiz. Merci à tous du coup d'avoir participé à notre petite présentation. On espère que ça vous a tous plu. N'hésitez pas à nous faire un retour, surtout en répondant au questionnaire qu'on vous a envoyé. Si vous ne l'avez pas reçu, on peut vous le renvoyer par mail si vous le souhaitez, mais c'est vraiment important pour nous. Et à la fin en fait, de ce petit questionnaire, on vous laisse nous mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Donc, si vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci beaucoup.
Alors, j'en vois qui ont dit qu'ils n'ont pas reçu le questionnaire. Alors, je vous remets le lien. Du coup, je vous mets le lien dans le chat. Merci beaucoup, Sonia. Merci, maman. Donc, merci à tous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à rester. Et sinon, on a terminé.